que les gens oublient. Vous parlez de la crise qui était de 1871, du capitalisme occidental. Et derrière la conférence de Berlin, il y avait des grandes trusts, de grandes entreprises. Ce sont ces entreprises-là qui nous posent problème aujourd'hui et qui estiment que l'accord de Berlin est en vigueur alors qu'il est déjà... Quelle est la position du Congo? Quelle est la valeur même du Congo à travers le monde? Alors, M. Freddy, nous allons partir de façon un peu chronologique pour dire comment a été créé le Congo. Qu'on puisse un peu connaître quelle est la vocation de ce pays. Sa naissance est faite de quelle manière pour qu'on parle aujourd'hui de la République démocratique du Congo? Oui, je pense que ce qui est beaucoup plus important de savoir pourquoi il y a eu la conférence de Berlin, la conférence sur le Congo, ce qu'on appelle la conférence de Berlin en 1885. Généralement, on donne les faits, on oublie les causes. La plus grande cause de cette conférence, c'était la compétition entre pays capitalistes dans le monde européen, occidental. De façon qu'avec cet affrontement, ça a eu le capitalisme européen est en crise. Et je pense, si je ne me trompe pas, la première crise du capitalisme, c'était en 1871. Et après 1871, donc, il y avait au sein de l'Union européenne une surproductivité. Il fallait chercher l'endroit pour les débouchés pour vendre leurs produits industriels. Et pour cela, il fallait mettre la main sur l'Afrique et d'autres continents, il n'y a pas seulement que l'Afrique. Mais pour l'Afrique, c'est en 1885. Donc je prends 1871, la crise économique, la crise du capitalisme, la première crise du capitalisme, conséquence, compétition entre les grandes puissances européennes et la recherche des débouchés. Donc ce qui peut expliquer en partie la colonisation de l'Afrique, la conférence de 1885 de Berlin. Mais concernant notre pays, parce que nous sommes un pays exceptionnel, nous sommes un produit de la mondialisation, on peut dire la première mondialisation, bien la deuxième. Notre pays, c'est un produit du capitalisme occidental prédateur. Et pour cela, quand il y avait compétition entre grandes puissances, l'histoire d'Europe, on a préféré confier peut-être le Congo, la gestion du Congo à Léopold II. Il faut dire qu'à ce niveau-là, c'était un grand génie.
bien qu'il ait tué, qu'il ait fait un génocide de Congolais. Parce qu'il est parvenu à mettre tout le monde d'accord, toutes les grandes puissances à l'époque. Et il est parvenu à faire connaître les premiers pays occidentaux qui ont reconnu le Congo, l'État indépendant du Congo, c'est l'Amérique, en 1884, les premiers pays, suivi de l'Allemagne. Donc le Congo est né en tant qu'État avant la conférence de Berlin. C'est ça un peu ce qui est spécifique. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Et là, à ce moment-là, vous parlez de l'Association internationale du Congo, oui. avant l'EIC. C'était l'EIC, mais tout ce que c'était derrière tout, c'était Léopold lui-même, un homme qui avait des ambitions démesurées, qui voulait donner à la Belgique une grande compagnie, et pas donner une colonie. Pourquoi cette particularité, même en 1885, on donne les pays aux autres pays pour être colonisés, mais pour le Congo, on donne à un individu? Oui, parce que la conférence de Berlin, c'était seulement, on peut dire la conférence sur le Congo, ce qui est connu. On dit conférence de Berlin. Mais c'était des grandes puissances, la France, l'Angleterre, l'Allemagne n'était pas encore tellement bien structurée, et d'autres puissances s'affrontaient. Mais pour mieux faire, il fallait chercher quelqu'un qui n'est pas fort, un faible. On a pensé à la Belgique. C'est comme ça que la Belgique est toujours, je dirais, appelée comme un pays commissionnaire. C'était un héritage de la conférence de Berlin. C'était une compétition entre grandes puissances. Mais aussi, il faut reconnaître que Léopold a été un grand diplomate. Il a bien joué le jeu jusqu'à ce qu'il a construit le Congo qu'on a aujourd'hui. En partie, il faut dire c'est grâce à lui, mais n'oubliez pas qu'il avait commis un génocide. C'est là où ça devient intéressant de voir, quand il a pris le Congo, qu'est-ce qu'il en a fait? Il a créé un État esclavagiste, l'État indépendant du Congo, de 1885 à 1906. Il a semé, je dirais un peu, il a exploité les Congolais au fond, parce qu'il y a eu une période de caoutchouc qui coïncidait avec la demande sur le plan international de pneus. Et pour faire des pneus, on avait besoin de caoutchouc. Le malheur a fait, c'est qu'on a découvert des caoutchoucs au Congo, et dans les domaines où le Léopold était, ces domaines privés. Parce qu'à Berlin, on avait dit qu'il faut laisser toutes les entreprises, toutes les nations libres pour faire des affaires au Congo. Le Léopold, lui, a créé des monopoles. Et ces monopoles ont eu comme conséquence les génocides contre les Congolais. Et ces génocides est passé par l'exploitation du caoutchouc. Donc, comme il y avait une forte demande de caoutchouc sur le plan international, et le Léopold a fait travailler les Congolais parce qu'on en avait besoin. Et puis, il faut dire qu'il était en faillite, c'est le caoutchouc qui l'a sauvé. Ça, c'est Jean Stengers qui a publié un livre, Congo, mythe et réalité, 100 ans d'histoire. C'est un livre très, très profond. Il a tout expliqué dedans. Léopold II commet un génocide. En 1908, on prend le Congo, on annexe à la Belgique. La donne change. Donc, le Congo devient une colonie. C'était l'État indépendant du Congo, qui était comme une entreprise, comme une multinationale. Maintenant, on a Congo belge de 1908 à 1960. Quand la Belgique a repris le Congo, il a respecté la convention de Berlin, où tout le monde devrait faire des affaires. Donc, mais justement sur cette convention-là, ouais. Est-ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui c'est ce qui continue un peu à bloquer le Congo? Parce que dans sa création, parce que nous sommes partis de la création, dans les circonstances de sa création, on laisse le Congo à tout le monde. Libre parcours, libre circulation libre, libre commerce et tout ça. Et aujourd'hui, on croit encore que le Congo doit être à la disposition de tout le monde, de n'importe qui. Non, qui croit? Ce n'est pas nous les Congolais. Oui. Ce sont des capitalistes qui pensent comme ça. Oui. Parce qu'ils estiment que les Congolais... Ils continuent à gérer les Congos. Non, pas continuer à gérer. Non, ils pensent toujours que le Congo leur appartient. Mais ce qui fait que les Congolais ne sont pas d'accord. Ça, c'est leur façon de voir les choses. Et quand on dit... c'est beaucoup plus multinational. Parce que les gens oublient. Vous parlez de la crise qui était de 1871, du capitalisme occidental. Et derrière la conférence de Berlin, il y avait des grandes trusts, des grandes entreprises. Ce sont ces entreprises-là qui nous posent problème aujourd'hui et qui estiment que l'accord de Berlin est en vigueur alors qu'il est déjà caduc, j'expliquerai après
avec les élections avec de nouvelles élections qui ont permis au Congo de connaître une transition, une alternance politique. Donc la Belgique récupère et respecte les accords de Berlin jusqu'en 60. En 60, rupture, le monde arrive et dit non, moi je ne vais pas être gérant, je préfère être un chef qui travaille pour le Congo. On va l'assassiner. Il y a eu des sessions katangaises, sessions du sud Kassai. C'est pour que vous compreniez comment l'histoire risque d'encore de se répéter. Et en 1960, le conflit éclate entre les hommes politiques après l'indépendance. Le Mumba est assassiné. Mobutu fait un coup d'État en 1965. Il s'installe jusqu'en 1997. 1997, maintenant, les parrains se rendent compte que Mobutu ne veut pas céder. Mobutu est faible. Que faire pour récupérer la main? Automatiquement, ils ont fait la guerre l'AFDEL. Les gens qui étaient les hommes d'affaires, les multinationales, montent leur coup pour mettre la main sur le Congo. Et ils prennent le Rwanda et l'Ouganda, instrumentalisent le Rwanda et l'Ouganda, pour prendre un visage africain, donc noir, mais en utilisant aussi les Banyamulenge. Parce qu'il y avait un conflit ici, les Banyamulenge qui réclamaient leur nationalité. Et ce conflit s'est greffé sur donc, les conflits militaires, s'est greffé sur les conflits ethniques. Voilà comment Mouzé est arrivé jusqu'à 1900, donc jusqu'à arriver à Kinshasa en 1997 et Mobutu est parti. Mouzé arrive, il ne joue pas les jeux. Mouzé refuse d'être gérant. Il est assassiné. On reprend Joseph Kabila. Joseph Kabila prend le pouvoir jusqu'en 2018. Il organise les élections. Le président Tshisekedi prend le pouvoir, donc est élu. Le Congo échappe une fois de plus aux multinationales. Voilà l'attitude de beaucoup d'hommes d'affaires, des miniers, qui contestent le Congo des miniers. Donc, le problème ici, il faut que les Congolais comprennent. On va arriver au niveau des enjeux. Le problème ici, le Congo, c'est un enjeu géopolitique et économique. Donc, Dieu a fait ce que le Congo, là où nous sommes, ait des richesses qui contribuent toujours à de grandes révolutions. La révolution industrielle qui a été beaucoup plus avec l'automobile, on avait besoin de roues. On a découvert les caoutchoucs au Congo, vers Maïndombe, c'était le domaine, du roi. Il y a eu des génocides de 10 millions de Congolais. Mais regardez, ça c'est la première révolution, la révolution industrielle. Nous avons maintenant une autre révolution du numérique. Mais curieusement, on trouve encore les minéraux qui contribuent à cette révolution au Congo. La guerre l'AFDEL, ça peut s'expliquer pourquoi. C'est parce que quand il y a évolution technologique, on a besoin de matières premières, curieusement on les trouve chez nous. Le coltan. Maintenant on a le cobalt. Et le coltan, la guerre du coltan, a fait des millions de morts, encore des génocides. Cette fois-ci, ces génocides ne portent pas la figure d'un individu. Voilà encore la grande difficulté. Ce sont des capitalistes qui ont financé la guerre à l'Est, qui ont fait des morts, on parle de 8 à 10 millions de Congolais qui sont morts à cause de la guerre. Un génocide est bien mutilé, mais il n'y a pas un procès. Donc si nous revenons à ça... Quelque part, on avait condamné l'Ouganda, mais il n'a jamais réagi. Et puis... Oui, ce n'est pas l'Ouganda. Derrière l'Ouganda, est-ce que, regardez, j'ai toujours dit, quand nous qui avons grandi au village, quand vous êtes devant, vous voyez un enfant qui vous donne des coups, ou bien qui vous gronde, sachez que derrière cet enfant, il y a quelqu'un plus puissant, donc il y a un adulte. L'Ouganda, tout comme les Rwandais, ne sont pas venus ici d'eux-mêmes. Ils ont été instrumentalisés par les multinationales pour le contrôle des minéraux du Congo. Donc ici, je veux expliquer, à chaque fois qu'il y a des mutations du capitalisme, le Congo paye. La première mutation qu'on a connue avec la révolution industrielle, avec l'automobile, on avait besoin de roues, et les roues, il faut avoir du caoutchouc, les caoutchoucs se veulent chez nous.
on a connu un génocide. C'est à cause de ce génocide qu'on a confié l'État indépendant du Congo à la Belgique. Mais regardez maintenant, la guerre de l'AFDEL, 1997. Il y a un deuxième génocide, lié à quoi? Au coltan. Parce que le coltan et d'autres minéraux participent à la révolution numérique. 8 millions à 10 millions, il n'y a même pas un procès. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que les personnes qui disent droits de l'homme, de défense des droits de l'homme, jamais ne parlent de ce qui se passe à l'est du Congo. Jamais ne parlent de ces génocides. Jamais ces gens ne réclament à ce qu'il y ait quand même un procès. Ce sont nos frères. On vous dit 8 à 10 millions de gens. Jusqu'à aujourd'hui, les gens meurent à cause de nos minéraux. Curieusement, avec chaque personne ne parle. Les ONG n'en parlent pas. Ils sont ailleurs. Donc, ils créent des diversions pour qu'on oublie ce qui se passe à l'est. Voilà l'importance de reprendre toujours l'histoire. Le Congo a finalement connu la démocratisation et maintenant c'est l'alternance. Et tout ça n'a pas joué à la faveur du Congo. Je pense que peut-être c'est les historiens qui viendront faire du travail. C'est quelque chose d'exceptionnel. De voir qu'on attendait à ce que le Congo prenne feu, le pouvoir s'est passé d'une manière civilisée. C'est un acquis qu'il ne faut pas brader. Avec des élections non financées de l'extérieur. Donc, nous avons notre deuxième économie. Aujourd'hui, personne ne contrôle le Congo. Nous sommes autonomes sur le plan politique. Mais tout dépend des dirigeants politiques qui doivent savoir où sont les intérêts du pays. Ça qui est important. Mais il y a aussi des phénomènes importants qu'il faut révéler dans ce qui s'est passé en 2018, quand le président Tshisekedi a été élu. Il y a des figures. Vous avez Joseph Kabila, qui est l'héritier de Mzee. Vous avez Tshisekedi, qui est l'héritier, et donc c'est président Tshisekedi Tshilombo Félix, qui est l'héritier d'Étienne Tshisekedi. Ce sont des symboles qu'il ne faut jamais oublier. Et ces deux personnes ont laissé des messages importants. Étienne Tshisekedi, d'abord Mzee Kabila, il a laissé un message de ne jamais trahir le Congo. Et là, il y a une histoire que M. Diana m'avait expliquée quand il avait rencontré Mzee Kabila. Un jour, Diana a vu le Mzee, c'était parce que Diana avait publié un article sur l'assassinat de Mzee Kabila 3 mois avant. Ça avait créé des problèmes, et puis Mzee l'avait reçu grâce à Yerodia et Cheikh Kitundu. Je pense que c'est Yerodia. Et Mzee lui a dit, Diana, on me demande de faire des choses que je ne peux pas faire. Je préfère mourir. Vous qui restez, continuez avec la lutte. N'ayez jamais trahir le Congo. D'un côté, vous avez Étienne Tshisekedi. Voilà un homme qui s'est battu pendant des années, qui pouvait prendre les armes. L'homme a refusé. Et ça, je voulais relever quelque chose qui s'est passé ici, qui m'a été raconté par un conseil spécial, un ancien conseil spécial du président Mobutu. Quand Mobutu est parti, avant qu'il parte d'ailleurs, il y avait des troupes belges, françaises, américaines à Brazzaville. Ces troupes étaient venues pour intervenir comme d'habitude, on veut sauver nos populations. Mais ce n'était pas le cas. On a pris contact avec Étienne Tshisekedi 3 jours avant que l'AFDEL entre. Est-ce que tu peux accepter de prendre le pouvoir? Ça, c'est le conseiller spécial de Mobutu, un ancien conseiller, qui m'a raconté. Il me dit, si Tshisekedi refusait, AFDEL rentre à Kinshasa. On a vu Étienne Tshisekedi, il a dit très clairement, je ne peux pas accepter, je préfère la démocratie. Il est mort sans accéder au pouvoir. Donc ce sont des éléments qu'il ne faut pas négliger. Et surtout à tous ces politiciens qui passent tout le temps à se chamailler. Et de savoir... Et les autres présidents également, parce que c'est sur base de ça qu'il faut former l'imaginaire politique congolais. Ouais. Et les autres présidents avaient aussi des idées fortes. Kassavubu, parlons également de Lumumba,
qu'on peut quand même rappeler aussi, et Oui, de Mobutu. Je pense que ça sera peut-être pour qu'on puisse changer l'imaginaire du Congo, des Congolais, par exemple, de l'élite congolaise, faire appel à la pensée. D'abord de Lumumba, la pensée de Kasavubu, la pensée de Mobutu, la pensée d'Étienne Tshisekedi, la pensée de Moselle Laurent Kabila. Je pense que ce sont des grandes figures. Hein, ils peuvent avoir leurs qualités, leurs défauts. Au moins, ces gens sont morts pour les pays. Hein, on laissera l'histoire juger les uns les autres. Je pense que quand vous prenez un homme comme Lumumba, d'abord, c'est quelqu'un qui n'avait pas fait grandes études, qui était brillant, un autodidacte. Et Lumumba, il s'est battu pour ce pays. J'ai lu les documents de Kanza Thomas, son dernier livre, sur, je pense, je n'ai pas de titre en tête, mais sur le déclin, je pense, chute de Lumumba. Il expliquait que Lumumba, en discutant avec Lumumba lui disait je préfère mourir pour que ceux qui viennent après nous aient des repères. C'est Kanz qui l'écrit dans ces livres-là. Donc, Lumumba savait qu'il pouvait sacrifier pour ce pays. Et dans sa pensée, c'était un Congo libre, autonome et prospère. Bien qu'on le présentait comme communiste, Lumumba n'a jamais été communiste. Hein, c'était un prétexte pour l'assassiner. C'était un patriote, bien qu'ils étaient tous jeunes, n'avaient pas eu une bonne socialisation politique, ou bien une bonne formation politique, ça n'a commis des erreurs, mais nous le disons aujourd'hui par rapport à notre regard d'aujourd'hui. Et Lumumba a reçu, je dirais un peu, une réunion panafricaniste à Kinshasa. Ici, il a fait un discours en expliquant si le Congo est stable, l'Afrique est stable. Il a rappelé à tout le monde qui était venu ici cette dimension panafricaine du Congo. N'oubliez pas, il faut que le Congo soit stable, soit puissant et soit, donne à l'Afrique une capacité d'avoir un peu ce qu'il peut appeler les éléments de puissance. Donc, l'idée panafricaniste du Congo existait déjà à travers Lumumba. Après, c'est Franck Fanon qui a pris l'idée en disant le Congo, donc l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Donc, ce sont des choses qui doivent beaucoup plus construire notre imaginaire politique, notre imaginaire de manière générale. Kasavubu, beaucoup de gens le présentent comme un homme qui n'a rien fait, mais il faut lire ses pensées. C'est un homme qui était tellement attaché à notre terre, un homme qui était tellement attaché à notre culture. Il disait toujours, on ne peut pas rien faire sans la terre. C'est bien, vous nous amenez cette culture occidentale, mais qu'on n'oublie pas notre culture. Donc c'était un homme foncièrement, je dirais, africain et congolais culturellement. Et c'était un homme foncièrement qui ne pouvait pas accepter la balkanisation du Congo. Parce qu'il y avait un soubassement, je dirais un peu un background culturel très important qui est lié au grand royaume Congo, qui était beaucoup plus puissant, plus beau que la Belgique, parce que la Belgique n'existait même pas quand le royaume Congo était bien organisé. Même l'Espagne, tout comme les pays encore, le Portugal, ils ne pouvaient pas s'égaler au royaume Congo. Mais malheureusement, cette histoire est ignorée. Et je rappelle... Et même falsifiée. Falsifiée. Et je rappelle que le royaume Congo avait un ambassadeur au Portugal et au Vatican. Quand tous ces pays européens, beaucoup d'États européens n'existaient pas. Vous partez au Vatican, vous trouverez la tombe de l'ambassadeur Congo. Imaginez-vous à ce temps-là. Et maintenant, les gens viennent vous dire, non, vous êtes des gens, vous êtes des barbares. Alors qu'avant qu'ils viennent, nous, on n'était plus loin. Donc, ce sont des choses qu'il faut apprendre à nos enfants pour avoir cette confiance en soi et reconstruire un Congo puissant, un Congo au service de l'Afrique. Le royaume Congo a existé même avant la Belgique. Avant la Belgique. Les enfants ne connaissent pas. Non, effectivement. La Belgique, je pense, en 1830, oui. 1831. Mais le royaume Congo, c'est 1400, 3 siècles avant, 4 siècles avant que la Belgique existe.
Mais comment un petit pays comme ça peut venir nous coloniser? C'est là où vous sentez la résistance chez le peuple Congo, qui n'a jamais accepté d'avoir perdu cette grandeur, cette fierté. Mais il y a un très beau livre de Liao Kanza, c'est sa thèse à Harvard, les causes sociopolitiques du sous-développement, l'RDC. C'est une thèse qui est sortie d'un livre en 1974. Mais Liao vous explique, Kanza Sophie, vous explique ce qu'était le royaume Congo et pourquoi on a perdu, pourquoi on a été battu. Et c'est de là est parti. Quand on a vaincu le royaume Congo, donc la voie était ouverte à tout. Ouais. Donc ce sont des choses qu'il faut rappeler à nos enfants pour avoir cette fierté. Et c'est sur base de ça qu'on peut reconstruire l'imaginaire des Congolais. Donc une dimension culturelle, philosophique, la culture africaine, et une dimension historique. Et Mobutu. Mobutu, cet homme, on laissera l'histoire écrire, parce que jusqu'à présent, la plupart des documents d'histoire sont écrits par les historiens étrangers. Même si quand nous écrivons, on fait référence à eux. Il faudrait faire un autre travail pour savoir qu'est-ce qui a été du bon de Mobutu et du mauvais de Mobutu. Ça, il faut reconnaître que si aujourd'hui nous sommes un pays uni, c'est parce que Mobutu a fait un travail important. D'abord, il s'est battu pour l'unité du pays, bien entendu avec la complicité des Américains, ça c'est le côté négatif, mais il a déconstruit l'image négative ou bien coloniale qui était dans la culture congolaise. Cette image d'infériorité, il est passé par les recours à l'authenticité. Mais je vous dis, ceux qui ont vécu, étudié à Lubumbashi, les débats entre Mudimbe et Ngal, c'était de la hauteur. Mabika Kalanda qui a pensé dans la mise en question. Donc il y avait tout un travail ici. Il faut dire que Mobutu aussi, il a créé quand même certains espaces pour que les gens s'expriment. Il a donné la fierté aux Congolais. Et il y a dernièrement, le professeur Edine Tambwe présenté son livre sur le combat à Foreman. Il nous expliquait ce qui s'est passé quand Mobutu est parti chercher, donc c'est pour voir la grandeur du pays, chercher l'État à Washington, l'État en Amérique. On avait besoin de combats, donc on devait organiser un combat entre Foreman et Ali. Mobutu s'est présenté, il a dit que moi je vais payer 10 millions de dollars. C'était pour son image. Bien entendu, c'était aussi pour l'image du Congo, parce qu'on ne sait même pas le Congo sur la carte. Et pendant cette période, on avait, comment on appelle ici, il avait acheté les DC-10. Et ces DC-10, c'était piloté par des Noirs, des pilotes noirs congolais. Et on nous explique, les C-10 arrivent en Amérique pour prendre Ali. Ils sont partis en Amérique du Sud, prendre tous nos frères africains qui étaient vendus dans les temps, qui étaient esclaves, maintenant qui sont des hommes libres, les musiciens, Johnny Pacheco, on a pris tout ça dans l'avion. Et on a décollé. En arrivant, je pense qu'ils sont passés à Paris, les pilotes ont fait des tours pour montrer que le Congo existe. Tu vois l'esprit de puissance, de grandeur. Et l'avion va arriver en Libye. Mobutu, il dit à Kadhafi, ça, ce sont mes pilotes. On a vu des pilotes noirs congolais sortis dans Zaïrois, sortis de l'avion, qui conduisent des 110. Quand il y avait encore des pays européens qui n'avaient pas ça. L'avion décolle, Mohamed Ali, très fier. Il dit au moins, il y a des Noirs qui conduisent. Parce que dans leur imaginaire, les Noirs américains ne pouvaient pas penser que les Noirs pouvaient piloter un avion. Mais Mohamed Ali était dedans. Ils ont, à partir de la Libye jusqu'ici, tous les Noirs étaient fiers de voir qu'il y a quand même des Noirs qui donnent de l'espoir. Donc c'est pour vous dire, l'imaginaire joue beaucoup plus dans la fierté, dans la construction de l'imaginaire. Quand l'enfant s'identifie à la grandeur, il devient aussi grand. Hein, quelqu'un qui a grandi dans l'esclavage, comme en Amérique, les Noirs sont toujours considérés comme des gens inférieurs, mais voit les Noirs qui font des merveilles.
Et je pense que cette image est restée ancrée dans l'idée de Mohamed Ali. Et pour la toute première fois, ce que Mobutu a bien fait, toutes les télévisions du monde étaient ici pour transmettre les combats du siècle. Donc, il a bien fait, et donc, il a fait de bonnes choses aussi, il a fait de mauvaises choses, mais ce sont des historiens qui pourront faire leur travail. Mais justement, aujourd'hui, s'il faut prendre les crises... Je voudrais aussi terminer sur Moïse Tchombe. Parce que très souvent, l'image qu'on a de Moïse, c'est un traître. Moïse a tué. C'est l'histoire écrite par les autres. Ce n'est pas notre propre histoire. Et moi, je demande à ce que les historiens congolais fassent du travail. Il y a encore des gens qui connaissent Moïse, qui sont encore vivants, qui expliquent ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, on disait Moïse, Munongo, Godefroy, qui avait tué Lumumba. Après plusieurs années, on voit un Belge avec une dent à la télévision pour montrer la dent de Lumumba. Mais qui a tué Lumumba? Ce sont des Belges ou bien c'est Moïse Tchombe et Munongo? Voilà le travail des historiens. La critique historique. Est-ce que ce qu'on nous a donné comme information, et c'est vrai? Donc il y a encore un débat à faire. Je pense à ce travail de l'État congolais de confier, de voir un grand billet pour donner à nos historiens qu'on réécrive notre propre histoire. Mais effectivement, tel que vous dites là, M. Mulumba, on parle trop peu de Moïse Tchombe et pourtant, c'est quelqu'un qui a travaillé pour l'unification du pays juste après la crise de l'indépendance. Il était en sécession, mais lorsqu'il est devenu Premier ministre, il a réuni les pays. C'est ce que j'ai dit, que ça, c'est le travail des historiens. Il faut réécrire notre histoire parce que nous tous les Congolais, on a besoin de repères. Mais vous allez voir un peu quelle image on donne à nos... Nous, on n'a pas d'héros. On prend Lumumba, c'est un homme qui était impulsif, tout est négatif. On prend Lumumba, Kasavubu, non, c'est un homme qui était mou, tout est négatif. On ne voit pas le côté positif. On prend Mobutu, non, c'est un dictateur. On oublie tout ce qu'il a fait. On prend qui encore, Mouzé Kabila, non, ça c'était quelqu'un qui aimait la bière, qui aimait les femmes, tout ça. Tout est négatif, un dictateur. C'est un travail qui est fait pour détruire l'imaginaire collectif d'un peuple. Quand les enfants qui grandissent n'ont pas de repères, et surtout si les repères sont des repères négatifs, ils ne peuvent pas, comment dirais-je, s'identifier à quelque chose de bon. Donc, il faut que nos historiens sortent les côtés positifs de nos leaders, ce qu'ils ont sacrifié pour ces pays, pour qu'on reconstruise l'imaginaire des grandeurs de ces pays. On a eu des grandes personnalités, mais malheureusement, notre histoire est écrite par les autres. C'est là où je voulais arriver pour dire que s'il faut voir la crise actuelle, on dira que nos politiciens ne s'identifient pas à cette grande figure-là, parce qu'on sent de plus en plus moins d'amour du Congo, plus d'amour, la recherche du profit. On est plus prédateur, effectivement, qu'homme d'État. Je pense qu'il y a trop de mercenaires. Trop de mercenaires en politique qui travaillent pour les intérêts étrangers. Et trop peu travaillent pour... Peut-être sans les savoir. Ils sont conscients parce que la plupart ont fait l'université. Hein? Mais ce qui manque beaucoup plus à nos hommes politiques, c'est la culture, la conscience historique. La conscience historique vient de la philosophie, mais aussi de l'histoire. La philosophie vous pose des questions de fond. Pourquoi vous existez? Mais vous allez voir dans la plupart des cours ou bien dans la plupart des universités, on a oublié la philosophie. Vous allez voir dans la plupart des universités, des écoles, on ne parle pas de notre histoire. C'est ça le socle. Sans conscience historique, on ne peut pas construire un État puissant. Ça, il ne faut pas attendre que les étrangers viennent vous dire ce qu'il faut faire. Il faut avoir des élites lucides qui ont des ambitions de grandeur. Ces pays a besoin de gens, de grands leaders pour faire rêver. Nous sommes 100 millions d'habitants. Nous sommes une grande puissance. Mais les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui doivent interroger encore certaines élites. Donc il faudrait qu'on réapprenne notre histoire et qu'on réapprenne notre philosophie africaine. Vous allez demander à beaucoup de politiciens, mais pas la classe politique,
Combien connaissent ce qui s'est passé en 1960? Trop peu ont lu et trop peu ont étudié. Vous allez poser la question, est-ce qu'ils ont déjà lu quelques livres de philosophie? Quels sont les philosophes qu'ils connaissent? En dehors des philosophes ex-occidentaux, africains et qu'on ne les connaisse pas. Or, sans philosophe, sans philosophie et sans, comment dirais-je, histoire, on ne peut pas construire un pays. Donc si aujourd'hui j'étais en Allemagne, j'ai posé la question, j'ai observé, je voulais savoir comment un pays tel que l'Allemagne, pourquoi l'Allemagne est puissante. J'ai compris que l'Allemagne est puissante parce qu'il a une culture très forte. Les plus grands philosophes, les plus grands intellectuels européens et occidentaux sont allemands. Voilà la puissance d'un peuple. Si l'Allemagne est puissante, ça passe par les matières premières, non. C'est la culture. Et notre faiblesse, on n'a pas de culture. Hein? Voilà dans quelles conditions nous vivons. On aime tellement les désordres, on doit s'interroger pourquoi on a fait l'université. Pourquoi on peut s'accommoder à la confusion, au désordre. Des petits problèmes qu'on peut régler, on est incapable. Alors quelqu'un peut sortir, je suis 1000 fois docteur, je suis bidoc, tridoc. Mais tu es docteur en économie, l'économie ne marche pas. Tu es docteur en politique, vous êtes incapable de résoudre des problèmes politiques. Des solutions. Ça pose un problème de fond. Voilà l'importance de la philosophie. Ça commence à vous interpeller pourquoi vous existez. Donc il faudrait que nous Congolais qu'on prenne conscience, et nous Africains, parce que nous sommes panafricanistes, qu'on n'attende rien de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre en vase clos, non. Il faut rester ouvert, enrichir notre culture, enrichir notre histoire avec les autres. Et M. Mulumba, parlons un peu de la place du Congo dans le monde. Est-ce que le Congo a des éléments qui peuvent lui permettre de s'imposer comme un État stratégique, un État recherché que tout le monde voudrait nécessairement avoir auprès de lui? Je pense qu'aujourd'hui, c'est connu, le Congo a le cobalt, le lithium et le coltan. Ces trois matières participent à la révolution numérique couplée de la transition énergétique. Et le cobalt, nous avons 104%. Le cobalt et le lithium participent à la fabrication des batteries électriques. Donc nous sommes en train de connaître une transition énergétique. D'ici peut-être 20-30 ans, on va abandonner le pétrole, on va utiliser le cobalt. Déjà, j'ai lu une information, les Chinois ont produit entre 100 et 200 véhicules électriques qu'on a exportés en Allemagne. Donc, il y a tout un basculement au niveau énergétique. Mais comme nous avons ces éléments de puissance, et beaucoup d'élites congolaises ne comprennent pas, c'est ça la grande difficulté. Nos élites ne comprennent pas que nous sommes une puissance, nous avons les clés de puissance, il faut les protéger, et ce qui peut nous permettre de négocier les autres en position de force. Ce n'est pas le cas. Nos élites ne voient pas grand, ils voient petit. Mais ce qui remet encore le Congo au centre des enjeux géopolitiques importants, mondiaux, c'est que le Congo, avec ses minéraux, cobalt, 64%, et la Chine, qui a les terres rares. Donc on peut dire, sans le Congo et sans la Chine, il n'y aura pas de transition énergétique. Il n'y aura pas, ce que je dirais, la révolution numérique. Donc nous sommes au centre actuellement des enjeux, comme en 1960, je peux dire, nous sommes au centre d'une nouvelle guerre froide. Mais déjà, parce que, la je Chine... m'explique, ouais. Notre cobalt, je peux dire à 80%, est raffiné en Chine. La Chine a déjà le monopole des terres rares, à 92% à peu près. Et c'est grâce à ça qu'il faut une transition énergétique. Or, les Européens, les Américains, les Occidentaux en ont besoin. Donc, il y a affrontement entre l'Occident et la Chine chez nous. Donc, la Chine a remplacé l'Union soviétique en 1960. Voilà les éléments qui peuvent permettre à l'homme politique d'être responsable, de savoir qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'il faut. Et pour l'avantage du Congo, il doit se positionner de quel côté? Du côté de la Chine ou du côté de l'Occident? Oui, je pense que chaque chef d'État, chaque diplomate, chaque peuple défend ses intérêts.
Je ne dis pas il ne faut pas être avec les Chinois, être avec les Américains. Non. Où sont nos intérêts et comment il faut les défendre? Mais les drames au Congo, beaucoup de gens ne défendent pas les intérêts du Congo, ils défendent leurs intérêts privés. Voilà pourquoi ils se laissent manipuler. Donc, entre l'Amérique et la Chine, les choix, ce sont les intérêts du Congo. Mais il faut tirer les leçons d'histoire. Les gens ont tendance à oublier qu'en 1960, il y avait la guerre froide entre la Chine, entre l'Union soviétique et l'Amérique. Et derrière ces discours, derrière ces conflits idéologiques, il y avait le cobalt. Mais on n'en parlait pas beaucoup. Donc maintenant, la Chine est devenue aussi un rival sur le plan géopolitique de l'Amérique. Et le Congo est au centre. Mais les leçons qu'il faut tirer, c'est d'ici. En 1960, on a servi le monde occidental. Mobutu a été le chouchou des Américains. Ça a donné quel résultat? Et Mobutu a déclaré en 1997, on m'a poignardé dans le dos. Il a pleuré. Quelqu'un qui a servi l'Occident, quelqu'un qui a mené la guerre contre le communisme, qui a fait des dégâts en Angola. Rappelez-vous la guerre d'Angola. Savimbi avait le soutien ici. Les Congolais allaient piller les diamants angolais, ce que les Rwandais font aujourd'hui avec le cobalt. On n'invente pas la roue. Donc l'histoire doit nous aider à tirer des leçons. Mais regardez, Mobutu a servi et il est parti. Les poings dans le dos. Au lieu que les Américains, les Occidentaux travaillent avec nous, ils sont passés par le Rwanda, par l'Ouganda, pour nous faire la guerre. Voilà la leçon qu'il faut tirer. C'est pour que demain, si nous voulons travailler avec les autres, que ce soit les Américains, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, où sont les intérêts? Là, ça demande une élite consciente, une élite qui sait identifier les intérêts du Congo. Ça demande aussi des médias. Parce que généralement, si on veut voir comment l'opinion évolue, on voit nos médias. Quand vous regardez les médias Kinshasa, ça fait pleurer. Il n'y a pas seulement que Kinshasa, toute l'Afrique. Ça fait pleurer. On se pose la question, est-ce que dans ce monde, est-ce qu'en Afrique, il y a encore des élites? Regardez les grandes limitations qui se passent maintenant. Quand vous voyez tous les médias occidentaux, européens, américains, chinois, les débats, c'est quoi? Le monde qui change. Le monde a basculé. Le monde a basculé. Il a quitté l'Occident vers l'Asie-Pacifique. On peut dire vers Eurasie. Le monde de demain, c'est là-bas. Il y a à peu près 75% des richesses du monde, 75% de la population. Et vous avez deux puissances. La Chine, qui est une puissance économique, et la Russie, une puissance militaire. Et on peut aussi parler de l'Union européenne, mais beaucoup plus de l'Allemagne. Donc ce sont des pays qui vont compter demain. Donc comme le monde a basculé, et quand vous comparez avec notre situation en 1885, les paradigmes qu'on a mis en place, que l'Afrique et le Congo étaient les réservoirs de matières premières pour l'industrie occidentale. Mais la peur est que ça puisse se répéter. Parce que les Africains n'envisagent rien du tout. Les autres réfléchissent à leur place. Comme les centres du monde a basculé, nous risquons de connaître les mêmes paradigmes. Réservoir de matières premières pour l'industrie occidentale, mais aussi chinoise. Donc c'est à nous de penser, nous voulons quoi après tout? Je ne pense pas que nous tous qui avons étudié chez les Blancs, on est tous idiots. Voilà l'importance des médias. Et faire appel à tous les gens qui doivent réfléchir. Parce qu'ici, c'est question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de dire non, moi j'aurai 5 voitures et mes enfants vont vivre. Non. C'est un problème de civilisation. Donc on a connu 5 siècles du monde occidental. Ces siècles sont arrivés à la fin. Il y a un siècle qui s'ouvre. Le peuple qui seront organisés, les grandes civilisations qui seront organisées vont s'imposer. Donc, il faut une Afrique forte, une Afrique unie, avec un Congo stable, un Congo puissant, pour une Afrique puissante qui peut faire face aux autres continents, aux autres civilisations, aux autres puissances. Malheureusement, on n'a pas l'esprit de puissance ici. Les gens pensent manger, boire, voyager. Ils ne pensent pas laisser un nom dans l'histoire. On reconnaît les grands hommes d'État quand ils ont laissé un nom dans l'histoire. On reconnaît les grands penseurs quand leurs idées ont contribué au développement de leur propre pays. Donc, tous les dirigeants sont au pouvoir.
pouvoir, opposition ou bien pouvoir, repensent leur manière de voir le monde. Le monde a basculé. Donc nous avons une chance aujourd'hui de construire notre destin pour le Congo, qu'on a eu grâce à cette transition où vous avez dans cette alternance pacifique, où vous avez des élites qui ne comprennent rien. Mais quand tu vas parler avec lui, il va te dire, je suis 5 fois du docteur. Donc il faut revenir au bon sens et beaucoup plus rentrer au village pour apprendre la modestie et l'humilité et la sagesse. Voilà, ce sont là les mots qui mettent fin à cette émission. Il y a encore beaucoup à dire. Et vous êtes les DGA de la RTNC, sûrement vous allez offrir le plateau aux penseurs, aux analystes pour réveiller la conscience collective, la conscience congolaise. C'est le temps, c'est le moment pour que l'élite congolaise se prenne en charge à travers des analyses, à travers des grandes réflexions. On y reviendra très prochainement dans d'autres plateaux, dans d'autres émissions pour parler du Congo, parler de l'Afrique et parler de l'avenir et pourquoi pas de l'élite congolaise. Merci de nous avoir suivis dans ce plateau spécial 60 ans de l'indépendance du Congo. Merci et à la prochaine.